Cette forte chaleur, merci d'être là au Café Littéraire pour ce dernier événement de la programmation janvier-juin 2017. Dernier événement et deuxième volet de notre collaboration avec l'ASREP, l'association suisse romande de l'antenne suisse romande de l'École européenne de psychanalyse. Voilà. Nous avions eu, rappelez-moi, je ne sais plus à quelle période c'était, mais c'était en novembre de l'année passée, voilà, sur l'eau Salomé. Nous avions eu déjà une rencontre fort intéressante avec des réactions suite à la conférence assez vives. Il y avait eu un petit débat qui s'était organisé. Voilà, ce soir, nous allons... nos invités vont s'intéresser et discuter autour de la vie et de l'œuvre de Lewis Carroll, père de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc nous sommes heureux ce soir d'accueillir Madame Lynn Gaillard et Monsieur Renato Seidel, psychanalyste, membre de la dite association, et Monsieur René Overmeer, anciennement maître d'enseignement et de recherche de l'Université de Lausanne en littérature anglaise. Voilà. J'ajoute encore un mot pour vous dire que si vous êtes intéressé par nos activités culturelles, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter sous sous lecafélittéraire.ch. Vous pourrez souscrire et recevoir chaque mois le détail de notre programmation. Voilà, la programmation suivante sera officialisée à partir du mois d'août, début août. On en saura un peu plus sur le deuxième volet de cette année 2017. Nous aurons à nouveau une rencontre déjà programmée, on ne sait pas encore la date, avec l'Association européenne de psychanalyse, autour de Maria Callas et du thème du charisme. Voilà. Je laisse la place à Renato Seidel et vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez, sans autre, je vais venir prendre votre commande, madame. Voilà, c'est toujours un peu compliqué en fait de composer entre la terrasse, les gens qui sont dehors et les gens qui sont venus pour la conférence. On va prendre vos commandes. La seule commande qu'on ne pourra pas assumer, c'est les cafés, parce que la machine à café fait du bruit, à moins que vous autres nous donniez l'autorisation, mais en général les intervenants aiment, je comprends très bien, discourir sans ce bruit de fond. Voilà, bonne soirée à tous, je vous passe la parole. Alors merci. Max également. Merci Philippe, je pense que vous avez déjà tout dit en termes de la présentation. J'ajoute uniquement que Rolf Overmeer est aussi metteur en scène avec un long curriculum autour de Shakespeare et autres, et que Lynn Gaillard aussi a une formation en littérature, sa formation de base même, c'est en littérature de langue anglaise. Donc les deux sont spécialistes, direct ou indirectement, de la littérature en langue anglaise. Alors je passe la parole tout de suite à Rolf qui va nous parler de Lewis Carroll. Bonsoir. Avant de parler un tout petit peu de, non pas Lewis Carroll, mais de Charles Lutwidge Dodgson, donc qui est son vrai nom, puisque vous savez que Lewis Carroll c'est un pseudonyme. Pardon. J'aimerais savoir qui vous êtes en fait, parce que avec les étudiants à l'université, je sais plus ou moins qui a lu les textes et qui ne les ont pas lus. Est-ce que, dites-moi, qui a lu, parce qu'on va parler des deux livres d'Alice, donc Alice in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles, et puis à travers le miroir, donc le deuxième livre qui est la suite écrite de 10 ans après Alice au Pays des Merveilles. Qui est-ce qui a lu
les deux romans, ou qui est-ce qui a lu un des romans en fait, qui est-ce qui a lu les deux romans? Qui est-ce qui les a lus en anglais? Nessuno. Pardon? Bilingue, ok, d'accord. Okay. Parce qu'évidemment, tout ça, ça joue un rôle, et surtout avec un écrivain qui aime jouer avec les miroirs, puisque les traductions sont aussi des miroirs. Et vous ne connaissez pas grand-chose de la vie de Carol. D'accord. Ok. Parce qu'il faut dire deux, trois choses. Moi, les biographies, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais avec Carol, c'est important, je crois. Parce que sa vie et son œuvre sont vraiment deux côtés de miroir. Mais bon, l'écriture, c'est un miroir de toute façon. Peut-être on en parlera après. Tom Dodgson est né en 1832. Il est mort en 1898. Son père est né près de Oxford. Son père était pasteur anglican. Donc, il a grandi dans une famille très croyante. Lui-même était diacre dans l'église anglicane à un moment donné. Il n'a jamais voulu devenir pasteur et je vous dirai après pourquoi. C'était le troisième de 11 enfants. Et comme 7 de ses enfants étaient gauchers et la majorité bégayait, dont lui. C'est très étrange et intéressant pour vous, les psychiatres et les psychologues. Il bégayait quand il parlait aux adultes, mais pas quand il parlait aux enfants. C'est une des raisons pour lesquelles, mais sûrement pas la seule, pour laquelle il se sentait plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Et il n'est pas devenu pasteur parce que s'il était devenu pasteur, il aurait dû donner des sermons. Et ça, il ne supportait pas l'idée même de donner des sermons. Ceci dit, il racontait des histoires, je ne dis pas aux petits-enfants, mais aux petites filles. Et on y reviendra. Il a fait des études de mathématiques et de logique. Et il a même écrit sous son nom, donc son vrai nom, donc Charles Dodgson. Il a écrit des ouvrages de logique et de mathématiques qui sont, paraît-il, d'excellents ouvrages. Il s'intéressait énormément, moi je ne connais rien aux mathématiques, mais en fait qui m'intéresse beaucoup. Il s'intéressait beaucoup aux travaux de l'époque, des gens comme Riemann et Bolyai, qui mettaient en doute, ou bien qui n'étaient pas d'accord avec la géométrie euclidienne. Surtout, il y a le 5e postulat donc, d'Euclide qui dit que si on a une droite et un point à l'extérieur de cette droite, il y a une droite et seulement une qui est parallèle à l'autre droite. Et ces nouveaux, ces modernes, ces logiciens, mathématiciens modernes disaient que ce ne peut pas être un postulat puisqu'on ne peut pas le prouver. Personne ne peut prouver que ce soit le cas. Et lui s'intéressait à cette question aussi. Et ce qui est lié à son écriture et à beaucoup de questions, c'est la question de ce qui est donné. Et je crois que lui, c'est bien sûr un des premiers grands écrivains modernes. Et ça va nous emmener à réfléchir à ce qui est différent, ce qui a changé avec le modernisme par rapport à une notion du monde et un art plus classique. Ça change de dire, donc ce postulat, si on dit c'est donné, il faut pouvoir le prouver. Si on ne peut pas dire que c'est donné, alors on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est vrai? Et cette question-là va se répercuter dans la littérature
par rapport à la représentation. Qu'est-ce qu'on représente? Une réalité, mais cette réalité, est-ce qu'elle est donnée ou est-ce qu'elle est construite? Ça peut aller plus loin dans le domaine évidemment de la religion, puisqu'il était quand même théologien aussi. Est-ce que Dieu est donné? Est-ce que Dieu est donnable? Est-ce que Dieu est construit? Et cette question-là, on le trouve partout en filigrane dans ses ouvrages et ses jeux, en fait, dans Alice et dans les deux livres sur Alice. Voilà. Deuxième chose, il s'est intéressé à la photographie. C'est bien sûr, encore une fois, la photographie, c'est très intéressant parce que c'est aussi une espèce de miroir. Surtout qu'il s'intéressait à photographier seulement deux objets, enfin deux sortes d'objets, les hommes célèbres et les petites filles. Et au cours de sa vie, on estime qu'il y a à peu près 11 000 clichés, donc de photos qu'il avait prises, dont plusieurs milliers ont été détruits par la famille après sa mort. On verra pourquoi, en fait. Enfin, on croit savoir pourquoi, mais rien n'est sûr avec lui. En 1856, il a voulu photographier les trois petites filles qui habitaient à côté de son appartement, donc à Oxford. C'est-à-dire que c'était les trois sœurs, Lorena, Alice et Edith Little. Alice, à l'époque, avait, je crois, 6 ans. Et Lorena, la plus âgée, avait 9 ans, je crois. Et c'est ces trois filles qu'un jour, donc il s'est lié d'amitié avec la famille Little, et à tout moment, il venait, prenait des photos des filles, et il allait les accompagner faire des tours à Oxford. Et un matin, le 4 juillet 1862, ils ont été dans un bateau à rame, ils ont fait le tour d'Oxford. Si vous connaissez Oxford, vous voyez en fait qu'il y a des parcours partout qu'on peut faire sur la rivière. Et Alice lui a posé la question qu'il aimait le plus en fait. Il a posé la question, lui a demandé de lui raconter une histoire. Il a inventé une histoire qui s'appelait Alice Underground, Alice's Adventures Underground, donc les aventures d'Alice sous terre, qui va devenir 2 ans plus tard Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il va le réécrire, il va l'écrire. Elle avait tellement aimé cette histoire qu'elle lui a demandé d'écrire l'histoire. C'est devenu Alice au Pays des Merveilles. Mais l'année où ce roman est sorti, donc en 64, il s'est brouillé, enfin il y a quelque chose qui s'est passé avec la famille des autres. Il n'avait plus le droit de les voir. Pendant toute sa vie, il s'est lié d'amitié avec des petites filles. Il n'y a pas eu qu'Alice. Alice est la plus célèbre, évidemment. Alors, récemment, enfin, tout le monde sait, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le monde sait qu'il s'intéresse à maintenant Lewis Carroll, parce qu'il a pris son nom, Charles Ludwig Dodson. Il a inversé, parce que tout ce qu'il fait, il inverse. En fait, il écrivait, il était gaucher, il savait écrire à droite, donc avec les deux mains en même temps, les mêmes choses. Il était vraiment ambidextre dans ce sens-là. Et je pense que les petites filles, d'un côté, c'était un petit peu son miroir, en fait. Il adorait les photographier, mais certaines photos, dont une récemment a été découverte, en fait, c'est une photo de la sœur d'Alice, en fait, qui a maintenant 14 ans, nue, complètement. Alors, évidemment, ça fait poser toutes sortes de questions à tout le monde. Je vous le donne comme des faits qui font partie de lui et de son travail. Le deuxième livre, donc c'était un énorme succès, ça allait rester.
Puis après, il y a le deuxième roman, en fait, Alice de l'autre côté du miroir, en 72, qui a aussi eu énormément de succès, qui est la suite. Alors juste une chose que je voudrais dire maintenant. Je voulais en fait avec vous lire les débuts, mais je pense que ça va être un peu difficile. Au moins lire le début des deux textes, parce que pour moi, quand on s'intéresse à la littérature, il faut regarder le texte et pas seulement parler en général avec des idées aussi souvent très générales. Mais peut-être qu'on n'aura pas la possibilité, ces deux textes une page et demie, vous pourrez les lire peut-être après. Alice au Pays des Merveilles commence avec qui sait, avec une chute in the rabbit's hole. Il tombe dans ce trou de lapin. Donc, elle est en train de lire un livre. Donc sa sœur lui lit un livre qui l'ennuie. Elle ne veut pas qu'on lui lise des livres, elle veut participer dans un livre. Elle devient l'héroïne, donc elle ne veut pas être passive, elle veut être active. Elle voit un lapin qui a une montre, il sort la montre, il s'inquiète du temps et puis il s'en va. Déjà ça, pour elle, c'était une réalité. Parce qu'évidemment, dans l'œuvre de Carroll, il nous oblige à nous poser la question, qu'est-ce que la réalité? Pour Alice, c'est une réalité. Donc, elle suit. Et là, elle tombe. Tombe. Elle se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, finalement, bien sûr, elle arrive dans... Alors, juste une chose. Dans la littérature classique, les grands héros, que ce soit les Aînés, les Achilles, Jésus bien sûr aussi, ou Ulysse, ils font toujours un voyage, bien sûr, comme Alice, mais ils font toujours des voyages en profondeur. Ils doivent trouver une vérité, retourner chez eux, et pour ce faire, ils doivent entrer en enfer. Aîné, bien sûr. Jésus, bien sûr. Pardon? Dante, bien sûr. Et je disais aussi Ulysse, bien sûr aussi, doit aller en enfer pour retrouver son chemin, en fait, pour de retour à Ithaque. Et Alice, elle fait la même chose. Elle tombe dans un trou et son voyage commence par cette chute verticale. Au milieu du roman, la verticalité et la profondeur sont remplacées par la latéralité, par la surface. Et le deuxième livre, c'est un travail qui se fait entièrement en surface, où Alice traverse un miroir. Donc il n'y a pas de profondeur, il y a un travail de surface. Et beaucoup de penseurs, de philosophes, il y a un grand livre de Gilles Deleuze sur les deux livres d'Alice. Les deux, ils passent de la recherche de la profondeur à la recherche de la surface. Et comme vous pouvez penser à des ouvrages comme en peinture, comme le début de l'art moderne avec le déjeuner sur l'herbe, on va aller vers une peinture de surface plutôt que de signification représentée. Alors je voulais juste commencer avec cette idée-là, que ce qu'il fait partie de ceux qui inventent le travail en surface. Et je crois que dans la modernité, c'est la direction radicale que nous avons prise. Et lui, comme j'ai dit, en fait partie. Donc ça, je crois que c'est très important de lire, enfin, dont il faut tenir compte quand on lit ces deux romans. Mais maintenant, je vais passer la parole à Hélène, en fait. Non? Déjà? Non, mais c'est...
Oui, ouais, je peux. Non, 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 mais c'est... Tu peux, comme tu veux, voilà. Oui, oui. Moi, je peux dire quelque chose, mais après, je vais vous repasser. En général, quand je vais parler devant du monde, je veux avoir mon texte qui est écrit et bien en avant. Ça me rassure. Et cette fois-ci, je n'arrivais pas. Je me suis dit, c'était un peu comme dans Alice, où elle est la reine qui lui dit, il y a confiture tous les 2 jours, hier et demain, mais il n'y a jamais confiture aujourd'hui. Et j'avais l'impression que quand j'écrivais quelque chose, c'était ça allait hier, ça serait peut-être demain, mais aujourd'hui ça n'allait pas. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans ces textes-là qui sont en mouvement constant. Langue anglophone d'origine, j'ai eu un plaisir immense à lire Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir en anglais. Je baignais dans la langue de Carol, à la fois légère, drôle et surprenante, et en même temps sérieuse. Lewis Carroll joue avec la langue. Avec des mots simples, il interroge le fondement du langage et la logique de nos relations à l'autre. C'était seulement quand je voulais écrire que j'ai commencé à faire connaissance avec les traductions en français. J'ai été déconcertée. J'ai décidé de vous parler un peu de la traduction. Il est certes difficile de traduire Alice. Il y a une myriade de jeux de mots, de phrases à double sens, de mots valises, de calembours, de devinettes, etc. Il y a des poèmes et des comptines connus que Carol modifie. Les références culturelles sont nombreuses. N'oublions pas qu'Alice au Pays des Merveilles était d'abord une histoire orale, c'est ce que nous avez raconté, et la sonorité de la langue est essentielle. Tout ça pour dire qu'il y a de l'intraduisible dans ces 2 livres. Chaque traducteur ajoute de nombreuses notes dans le texte, essayant d'expliquer un jeu de mots, une référence culturelle, etc. Donc la lecture est interrompue fréquemment par un complément d'information. Chaque traducteur trouve des solutions différentes devant les énigmes de la traduction. J'ai maintenant 2 traductions, celle de Jacques Papi de 1961 et celle de Magali Merle de 1990, où on lit l'anglais et le français côte à côte. Je pense que c'est ça que vous avez. J'ai compris que la traduction de Henri Parizeau est très respectée, mais je n'ai pas cette version. D'emblée, rien que dans les titres des chapitres, on peut voir à quel point chaque traduction est différente. Quelques exemples, toujours Papi en premier et suivi de Merle. Donc, Down the Rabbit Hole, qui est là dont on parlait, cette chute, qui devient soit dans le terrier du lapin ou descend au terrier du lapin. Le chapitre qui s'appelle Pig and Pepper devient poivre et cochon ou porc et poivre. Pas pareil. A Mad Tea Party devient un thé extravagant ou bien un goûter de fou. Donc, c'est des choix très différents. Les mots les plus simples peuvent susciter des traductions radicalement différentes. J'ai pris ceci d'un article comparant quelques traductions. Ça se passe quand Alice est en train de tomber dans le terrier du lapin. Un paragraphe commence avec down, down, down. Down est un adverbe utilisé sans le verbe. Ces 3 petits mots sont traduits par tombe, tombe, tombe,
Elle descendait, descendait toujours. Ou plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Tout ça dans des traductions différentes. Cependant, elle tombait, tombait, tombait. Elle descendait, descendait toujours. Elle chutait toujours. Et plus bas, toujours plus bas. Un autre exemple d'une casse-tête de la traduction. Pendant la longue chute dans le carré du latin, Alice pense à Dinah, sa chatte, souhaitant qu'elle soit présente avec elle, en se demandant ce que la chatte mangerait si elle était là. Elle pense qu'il n'y a pas de souris dans l'air, mais il y a des chauves-souris. En anglais, elle se demande, do cats eat bats, I wonder? Do cats eat bats? Do cats eat bats? Do bats eat cats? La traduction de Papy, est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Est-ce que les chauves-souris mangent les chats? Hein? Pour moi, comment traduire ça? Je pense que c'est intraduisible. Ça, c'est un peu le... Ah, le traducteur, c'est Papy. Non. Comment moi je ferais pour cat et bat, je ne sais pas. Je pense que quand je dis qu'il y a de l'intraduisible, je pense que cet aspect où il y a ce jeu de mots, c'est de vraiment jouer avec le son, qui est aussi une référence à des façons de lire, d'apprendre la lecture, l'apprentissage de lecture en anglais. Tout ça s'est perdu. Donc on arrive avec le sens que est-ce que les chats mangent des chauves-souris, ou il y a quelqu'un d'autre, Madame Merle a décidé d'essayer de jouer un peu elle-même. Elle dit, est-ce que les ramines à gros billes mangent les chauves-souris? Donc, on voit que la traduction, c'est vraiment, on peut à chacun son Alice, chaque traducteur son Alice dans ce sens. Il y a plusieurs Alice. Donc, maintenant, je parlerai un peu du rêve, la question du rêve. Ah oui, oui. La traduction. Ce que Lynn vient de dire me fait penser à une chose aussi fondamentale dans le travail de Carol, dans les deux livres, qui commencent dans les deux livres avec Alice comme personnage principal, c'est la notion que, c'est le fait que entre une chose représentée et la représentation, il y a toujours une différence. Toujours. Il y a toujours mort. Donc entre le texte en anglais et le texte en français, il y a bien sûr quelque chose qui meurt. C'est inévitable. C'est pour cela que les modernes sont contre le réalisme. Célèbre metteur en scène moderne disait « I hate realism ». Je déteste le réalisme parce que c'est un mensonge. La tentative de représenter la réalité en tant que réalité est fausse. En revanche, comme dans les œuvres de Carol, tout va dans deux sens en même temps, au moins. Il y a forcément mort, avec une traduction, il y a forcément naissance. Il y a quelque chose qui naît, qui est autre. Il y a quelque chose qui meurt, en fait, là. Et c'est le travail du traducteur de faire naître quelque chose d'intéressant, en fait, dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il est fasciné par les miroirs, parce que, justement, le miroir, c'est une représentation de quelque chose qui ressemble, mais complètement différente, évidemment, en fait, uniquement parce que c'est le contraire, et puis parce que... Et, voilà, exactement. Et aussi pourquoi il change son nom, et puis il inverse son nom. Et la photographie, encore une fois, les petits et l'adulte mâle. Je disais aussi que, en parlant des grandes
héros de notre culture, ce sont tous des hommes adultes. Alice, héros, héroïne, c'est une femme, enfant. Et là aussi, il y a inversion de ce qui s'est fait dans la culture jusqu'alors. Merci. Oui. Non, c'est ça. Donc, je voulais aussi parler du rêve. Hein, parce que quand j'ai demandé à Renato pourquoi il voulait faire un café littéraire autour de Lewis Carroll, il a répondu: plusieurs choses m'ont fait penser à Carroll. Ses écrits qui exposent la logique de l'inconscient étaient la première. Non. La jouissance en jeu dans l'inconscient, dit Jacques Lacan, se manifeste à travers des jeux de mots dans un rêve, des lapsus ou des calembours, ou encore par la biais de la division d'un mot en plusieurs parties dont chacun revêt un sens nouveau après le découpage. C'est une conférence qu'il a faite à Baltimore en 1966. Nous pouvons dire que Carroll nous amène dans le pays de l'inconscient. Lewis Carroll a publié Alice au Pays de Merveilles en 1864 et de l'autre côté du miroir en 1971. Freud a publié 2 livres qui ont démarré l'exploration psychanalytique de l'inconscient, de la formation de l'inconscient, l'interprétation des rêves en 1900 et le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient en 1905. Nous pouvons dire que l'artiste a dévancé le psychanalyse. Le rêve est la voie royale à l'inconscient. Chacun des 2 livres est structuré en racontant un rêve. Il va plus loin, la dernière ligne du pont de la fin à la toute fin du livre de l'autre côté du miroir, il écrit que est notre vie sinon un rêve. Ce qui d'ailleurs renvoie à une comptine anglophone qui est Row, row, row your boat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Life is but a dream. Donc il y a un questionnement de Carroll au sujet des rêves que je trouve. Maintenant je saute parce que là, bon, un certain nombre de choses sur le rêve que j'avais écrit, mais je saute un peu. Va vers un questionnement de Carroll au sujet des rêves que je trouve très énigmatique, sinon troublant. Et peut-être ça rejoint votre question du miroir, on va voir. Avec bonnet blanc et blanc bonnet, qui en anglais sont Tweedledee et Tweedledum, Alice a une conversation étrange autour de ce qu'elle est, de si elle est réelle, ou une figure dans le rêve du roi rouge qui dort à côté. Donc je cite: il est en train de rêver, déclara Bonnet Blanc, et de quoi crois-tu qu'il rêve? Personne ne peut deviner cela, répondit Alice. Mais voyons, il rêve de toi, s'exclama Bonnet Blanc. Et s'il cessait de rêver de toi, où crois-tu que tu serais? Où je suis à présent, bien sûr, dit Alice. Pas du tout, répliqua Blanc-Bonnet d'un ton méprisant. Tu n'es qu'un des éléments de son rêve. C'est faux, protesta Alice d'un ton indigné. D'ailleurs, si moi je suis un des éléments de son rêve, je voudrais bien savoir ce que vous êtes, vous. Dans les dernières lignes du livre, dans le chapitre de l'autre côté du miroir, dans un chapitre qui s'appelle « Qui a rêvé ?», nous retrouvons cette question. Alice, maintenant réveillée, parle à son château. Qui a rêvé tout cela? Il faut que ce soit moi ou le roi rouge. Bien sûr, il faisait partie de mon rêve. Mais de l'autre côté, moi je faisais partie de son rêve à lui. Est-ce que c'est le roi rouge qui a rêvé? Et vous, mes enfants, que croyez-vous que c'était? Donc, je trouve ça très étrange, je ne sais pas comment prendre parce que pour moi, c'est à chacun son rêve. Mais dans cette
il y revient même à la fin de Alice au Pays des Merveilles, quand la sœur d'Alice rêve le rêve d'Alice. Donc, est-ce que c'est une autre, c'est sa logique de la relation de l'un à l'autre, ou l'intraduisible, cette fois-ci, pas d'une langue à l'autre, mais d'un inconscient à l'autre? Je ne sais pas. Ça, c'est une question la lecture m'a suscité, ou je ne sais pas. Bon, on avait convenu un peu de faire la soirée aujourd'hui sous forme de conversation. Ça veut dire que vous êtes aussi invités à participer de la conversation. Disons qu'en tant que public, je commence, je me lance en posant des questions à Roloff et à Lynn, mais en vous racontant un peu une expérience que j'ai eue récemment. Ça veut dire que j'ai lu tout récemment de l'autre côté du miroir, au Japon. J'étais au Japon et j'ai eu la bonne idée de prendre ce texte pour lire, et c'était absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que par exemple, il y avait un menu en anglais qui disait fruits, puis ensuite bœuf de Kobe, puis ensuite poisson, puis ensuite etc. Et lorsque arrivaient les plats, c'était un potage, puis ensuite un poisson cru, et qui n'avait rien à voir avec ça, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait le lire de droite à gauche. Même si c'était en anglais, il fallait le lire de droite à gauche. Et puis ensuite, je prenais Alice de l'autre côté du miroir et je continuais. Et puis le menu, évidemment, c'était du poisson, du poisson, du poisson, du poisson, de bœuf de Kobe, les fruits. Et puis Alice, de l'autre côté du miroir, c'était les poèmes qui parlent de poisson, de poisson, de poisson, de poisson. Donc c'était vraiment le bon endroit pour lire, pour faire cette expérience. Vous avez parlé là de toute une série de choses qui peuvent nous mener dans des directions très différentes, que ce soit par exemple les questions géographiques, la question de son intérêt par les filles. Je pense que les biographes, ils se sont passionnés un peu, peut-être presque un peu trop, par cette passion qu'il avait par les filles. Ils font tout plein d'hypothèses autour de ça. Il y a aussi la question de la photographie. Il y a cette question de la censure de la famille. Qu'est-ce que la famille a censuré? Pourquoi la famille a censuré? Alors il y a aussi tout plein de spéculations. Mais peut-être une des choses que j'aimerais qu'on puisse approfondir un peu, c'est déjà cette question que vous deux vous avez parlé, qui ressort très clair dans les problèmes de traduction, qui est ce gap entre la chose représentée et la chose qui représente. En termes linguistiques, on pourrait appeler entre le signifiant et le signifié, n'est-ce pas? Que vous avez mis la mort entre le signifiant et le signifié, ça c'est absolument extraordinaire. J'aimerais entendre un peu plus sur ça. Le fait, c'est que dans toutes les traductions, que ce soit par exemple de James Joyce, c'est la même chose, c'est une complication, la traduction de James Joyce. Freud lui-même l'a dit que l'interprétation de rêve serait impossible d'être traduite. Les traductions de Lacan ne parlons même pas, parce que tout ça, ce sont des jeux de signifiants qu'on ne réussit pas à traduire. Et chez Lewis Carroll, il y a ces jeux de signifiants, ces jeux autour du langage qui sont un plaisir immense pour les enfants. Cette histoire de cat, bat, etc., les enfants ils jouissent de ça, mais pas seulement les enfants, nous aussi, on adore, c'est tout non seulement la poésie, la musique qui est en jeu, dans tous les sens du terme, mais il y a aussi le jeu de ce qui est représenté. Ça veut dire du signifié, ça veut dire que ce sont des jeux de logique. Alors ma question c'est, j'ai senti
nettement une différence de style entre Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. J'avais l'impression, c'était comme ça mon intuition, qu'il y avait une certaine liberté dans Alice au Pays des Merveilles, qu'il y avait moins dans l'autre côté du miroir, parce que c'était des questions de logique peut-être plus profondes aussi, mais comme je ne suis pas logicien, j'avais l'impression de sentir les choses sans pouvoir les décrire. Alors je ne sais pas si peut-être vous pourriez les décrire un peu plus pour nous. Je ne sais pas. Je pense que Alice au Pays des Merveilles, donc le deuxième roman, était un très très grand succès aussi, premièrement. Mais pas aussi grand que Alice au Pays des Merveilles. Et je pense que si vous avez lu un des deux romans, ce sera sûrement le premier, tranquille, moins connu. Effectivement, à travers les miroirs est plus difficile. Ça, je le pense. C'est pour ça qu'il y a des lecteurs qui aiment la difficulté, d'ailleurs, plus qu'autre chose. Je pense surtout à Gilles Deleuze, qui a écrit donc cet immense, extraordinaire livre sur les deux livres d'Alice, qui adore, qui aime encore plus le deuxième, et qui trouve que le grand chef-d'œuvre de Lewis Carroll, c'est un roman qu'il a écrit tout à la fin de sa vie, beaucoup plus long, qui s'appelle Sylvie and Bruno, que vous ne connaissez sûrement pas, en fait, voilà. La plupart des gens ne connaissent pas. Alice, je crois qu'il y a quelque chose de plus enfant encore, dans l'énergie Alice elle-même, et petit à petit, il commence à faire autre chose, qui plaît à d'autres lecteurs, en fait. Il n'y aura jamais de film Hollywood ou Walt Disney de Sylvie and Bruno, ça je peux vous l'assurer. Mais c'est vrai que Alice, ça touche et les adultes et les enfants, évidemment. En fait. Alors, encore une fois, cette espèce de dualité qu'on trouve surtout dans son livre. Mais je pense que si on prend plus de temps à lire à travers le miroir, je crois qu'on l'apprécierait plus. Il faut plus de temps. Pour ce qui est plus difficile, évidemment, il faut plus de temps. C'est comme parler de Shakespeare avant, en fait, les pièces de la fin, la plupart des gens ne les aimeront pas autant que les comédies ou bien les pièces romantiques comme Roméo et Juliette. Mais si on prend le temps d'y entrer, c'est un voyage encore plus extraordinaire. C'est ce que je pense personnellement. Ouais. Non. D'accord. Non, c'était juste par rapport à ce que Renato a soulevé, ce jeu avec le signifiant, hein, qui montre à quel point il y a une différence entre le signifiant et le sens. C'est seulement pour citer un passage très célèbre quand, de l'autre côté du miroir, quand il parle, quand il y a, elle rencontre Humpty Dumpty, qui dans la version que j'ai est traduit Gros Coco. Quand moi j'emploie un mot, déclara le Gros Coco d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire, ni plus ni moins. La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes, dit Alice. La question est de savoir qui sert à le mettre, un point c'est tout, dit Humpty Dumpty. Donc il y a... Bon, après, donc, il revient à Humpty Dumpty dans le professeur Snape. Oui, je voulais juste faire une petite remarque à la question de la traduction que Lynn nous a souligné. C'est que, en fait, de toute façon, le psychanalyste est un traducteur. Donc, j'ai l'habitude de faire des traductions, toi aussi, et on sait très bien qu'à certains moments, on doit interpréter, c'est-à-dire on doit traduire des choses, donc on interprète. L'interprétation, elle est d'une certaine manière une traduction. Ça,
c'est une première chose. Donc Alice, ce qui est intéressant, c'est que je vais introduire une traduction supplémentaire qui n'est pas française, qui est portugaise. Parce que je l'ai lu quand j'étais enfant. D'abord, j'avais très peur de ce livre, que je cachais. Il est très haut dans l'armoire, et de temps en temps, j'allais prendre. Je ne sais pas pourquoi j'allais prendre, parce que j'avais peur de ce livre, mais j'allais le prendre. Il était en anglais, alors que je ne savais pas très bien l'anglais, mais il y a les dessins comme ça me faisait très peur. Et puis, je l'ai lu plusieurs fois dans plusieurs langues, sauf en anglais, parce que je ne domine pas l'anglais. Mais je ne sais pas si c'est à travers le miroir. Il y a une chanson. Je ne sais pas à quel moment cette chanson apparaît. Et c'est des mots qui n'ont aucun sens. Donc, c'est des signifiants qui n'existent pas, ni en anglais, ni en français, ni en portugais. C'est Jabberwocky. Et en portugais, on a demandé à Alberto de Campos, qui est un poète de la poésie concrète, à le faire. Et en fait, c'est-à-dire, je le sais par cœur, et c'est comment j'arrive à savoir par cœur quelque chose qui n'a pas de sens. Oui. Parce que le signifiant a été musiqué, c'est-à-dire les Brésiliens c'est beaucoup plus facile de savoir quelque chose quand il y a une musique. Donc, mais on comprend le signifié, on le donne. C'est le lecteur qui donne le signifié. C'est, je vais dire en portugais, je sais en portugais. Eram brilhos, as lemolevas touvas, rodavam e roviam nos ramilvos. Estavam mimsicais as pintalovas, e os momirratos davam grivos. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on comprend rien, ça veut rien dire, mais le phonème, et ça c'est un mécanisme de l'inconscient, le phonème nous fait en fait donner un sens à la chose. Donc on comprend que os momirratos, c'est momrats en anglais, non? Os momirratos, os momrats, non? Il y a momrats aussi en anglais, non? Dans cette chanson. Le momrats. Os momirratos davam grivos. Hein? C'est-à-dire, le phonème, ça fait comme à l'inconscient, ça nous donne un sens dans le jeu de mots. Hein? Non. Dans l'idéologie, ça veut dire dans les mots. Voilà, c'est-à-dire, voilà. Et c'est la même chose en anglais, ça veut dire en anglais aussi, ça n'a pas de sens, oui. Mais on comprend quand même quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une certaine explication dans le texte. Oui. Et puis, j'étais très étonnée que René parle de la mort, parce que je ne sais pas si tu te souviens que Lacan, il disait que nommer, donc le nom est la mort de la chose. Le nom est la mort de la chose. Et il a fait un jeu de mots, il disait tu es cela. Donc tu es cela dans le verbe, vous êtes ça, hein, tu es cela, il y a tué. Donc il a fait ce jeu de mots aussi. Enfin, vous connaissiez ça, donc qu'il avait dit ça, que le nom est la mort de la chose. Ouais, voilà. Mais encore une fois, et peut-être la naissance d'autre chose. C'est pas seulement une mort, mais aussi possiblement une naissance. Je veux dire quelque chose par rapport à justement maintenant j'ai perdu le fil. Ah oui, enfin vous connaissez le célèbre film La mort, le poète, le miroir, avec les miroirs sont des portes par lesquelles la mort va et vient. En fait, merveilleux film des années 50. C'est Jean Cocteau. C'est Orphée. Ah oui. Voilà. Ah, c'était très impressionnant. Et les mots aussi, parce que les mots, encore une fois, sont des miroirs. Un mot, c'est le miroir d'un objet, d'un événement. C'est les mots qu'on utilise pour les refléter. En parlant de pouvoir et le sens des mots, c'est tout à fait vrai. Donald Trump, il peut dire n'importe quoi, c'est vrai,
il est au pouvoir, on ne peut rien faire. Et il y a d'autres exemples, évidemment, tout le temps. Et donc c'est une réalité, c'est pas seulement un jeu dans un livre d'enfant. En fait. C'est celui qui décide, qui est au pouvoir, qui peut décider ce qu'un mot veut dire. Et bien sûr, il n'y a aucun lien logique préétabli entre un mot et son sens. Aucun. On crée des mots pour signifier quelque chose, mais c'est pas donné, c'est créé, encore une fois. Et c'est ça qui est important, de se rendre compte de tout ce qui est créé. Pourquoi, par qui, et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Ça, je voulais juste souligner. Vous avez une question là? Je pensais par rapport à ça aussi à une certaine magie ou à Orphée justement, et puis à un charme de la musicalité elle-même, ou de quelque chose qui effectivement ne fait sens dans la porte que ça ouvre justement, et qui n'est pas, qui est peut-être loin du sens du monde lui-même, mais simplement un petit peu comme ce serait organique, quoi. Ce serait organique, il y a quelque chose un petit peu comme si on prépare une recette et puis on ajoute un ingrédient et tout à coup ça prend forme, c'est chimique et ça crée par soi ça nous transporte, ça nous fait traverser quelque chose. Oui. Et de l'ordre de la joie, et de l'ordre de ce dialogue qui naît de ce dialogue. Voilà. Non, moi je suis vraiment tout à fait d'accord et ça rejoint ce que tu disais avant. C'est que quand on pense à sens, on pense à signification, on va chercher le sens dans un dictionnaire. Mais tout a sens. Des choses comme par exemple, Deleuze disait, un pas de danse, ça a un sens. Un accent portugais a un sens. La joie a un sens. En fait, la relation, sans doute. En parenthèse, Alice Liddell, donc, quand elle est décédée, avait laissé des textes sur sa relation avec... et c'était un texte tout à fait positif, en parenthèse. Donc, il y avait... mais il y a un geste dans notre façon de communiquer ou de ne pas communiquer qui a un sens, sans que ce soit signifiable, en fait. Ou bien à nous de donner cette indication et de tuer, et peut-être, encore une fois, dire quelque chose d'autre. Moi j'avais une question. Vous avez parlé d'une opposition entre mise en scène, entre deux metteurs en scène, un metteur en scène qui est une manière très réaliste et à l'opposé, un autre metteur en scène. Vous pourriez nous en dire plus par rapport à cette opposition dans la mise en scène, par rapport au théâtre, plus vous êtes spécialisé là-dedans. Oui, ce que je voulais dire, c'est que justement qu'il y a pour répéter ça d'abord, il y a des gestes, il y a des accents qui ont un sens, voilà, et qu'on ne peut pas traduire. Et quand on met en scène, par exemple, j'avais fait donc une pièce avec Alice in Wonderland, en fait, qui s'appelait Alice, 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 avec 3 Alice, justement, dédoublement, triplement. Il faut trouver, encore une fois, les gestes et la façon de faire qui contribuent à d'abord une lecture de l'œuvre, c'est-à-dire d'ouvrir des possibilités qu'on n'a pas vues ou senties ou essayées peut-être, comme une traduction, mais en fait sur scène c'est plus intéressant parce qu'on peut utiliser le corps. Parce que bien sûr qu'avec le corps, on peut dire beaucoup de choses sans texte, en fait. Ou bien avec l'éclairage, ou bien avec des pas de danse, ou bien avec, enfin voilà, tout ce qui n'est pas verbal. Tandis que dans une traduction, on est limité, entre guillemets, à utiliser que le langage.
est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est passé de l'œuvre elle-même dans une sorte de conscient collectif? Parce que je pense à une mise en scène de Bob Wilson, dans Orlando, Orlando tout à coup se baisse, et puis sur ça il y a justement une toute petite porte. C'est-à-dire que l'histoire même d'Alice, ou le personnage, ou alors l'incarnation, ou la présence, elle est tellement présente pour chacun qu'elle revêt un sens presque animé. Bon, Bob Wilson avait fait un travail sur Alice au Pays des Merveilles avant de faire Orlando. Et puis Orlando, bien sûr, c'est aussi d'une transformation. C'est aussi d'un miroir, évidemment. Homme-femme, enfin, voilà. Et donc c'est peut-être juste un petit rappel que quelque part Orlando c'est aussi une Alice finalement, dans une certaine mesure. Oui, il y a un rapport à la mort, à la renaissance. Oui. À cette métamorphose intérieure qui fait qu'il y a quelque chose qui est au travers de la lumière, par exemple. Mais ça, au travers de la lumière, parce que j'avais travaillé sur le spectacle, au travers de la lumière, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi et qui n'est pas du tout visible. C'est de l'invisible. C'est de l'ordre de l'invisible. Et comme je le disais... un peu comme si tout à coup quelque chose fond. Et c'est très troublant parce que c'est fou. Effectivement, la lumière, évidemment, ça donne un sens sans qu'on puisse forcément donner une signification. Et encore une fois, la photographie, c'est quoi? C'est écrire la lumière. Et on travaille la lumière. Et en parenthèse, ces photos sont très belles. Les photos de Lewis Carroll. Là. Donc, il y a ces questions qui tournent autour du signifiant, du signifié, des jeux qu'il peut faire autour de ça. Mais il y a l'autre aussi qui est autour des affects. Ça a été attiré ma attention justement par Daisy lorsqu'elle m'a dit que lorsqu'elle était petite, elle cachait le livre d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire, et en même temps elle était tentée, de temps en temps elle allait là-bas, elle le lisait, et puis ensuite elle le cachait de nouveau. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement angoissant si on y réfléchit. Il y a tous les éléments de l'angoisse. Alice qui tombe dans un trou sans fin et qui en même temps c'est aussi quelque chose de lyrique. Lorsqu'on commence à s'endormir, il y a cet sentiment de chute et puis ensuite les transformations du corps, elle devient énorme et tout ça, il y a un aspect presque ludique. Alors je vais te passer la parole pour dire quelque chose sur ça, mais je vais quand même lire un petit paragraphe pour donner le sentiment de ça, comment cette question qui est angoissante devient presque drôle chez lui. C'est lorsqu'elle tombe dans la traduction française, c'est ici de la Pléiade, je ne sais pas qui a traduit, je pourrais vous dire ensuite. Et il dit, il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d'Alice était très lente, car en tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et se demander ce qu'il allait se produire. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour se rendre compte de l'aspect des lieux où elle allait arriver. Mais il faisait trop sombre, ça c'est un autre élément d'angoisse pour un enfant, il faisait trop sombre pour y rien voir. Ensuite, observant les parois du puits, elle s'aperçut qu'elles étaient recouvertes de placards et d'étagères. De place en place étaient accrochées des cartes géographiques et des gravures. Elle saisit au passage, tout ça en tombant, un pot sur l'une des étagères qui portait l'inscription « Marmelade d'orange ». Mais, au grand désappoint d'Alice, il était vide. Elle n'osait le laisser choir
de crainte de tuer quelqu'un qui se fût trouvé au-dessous d'elle. Aussi fit-elle en sorte de le déposer dans l'un des placards devant lesquels elle passait en tombant. Donc, vous voyez comme tous ces éléments qui pourraient faire un peur à n'importe qui de tomber dans un truc infini, dans le noir, etc., sans savoir où il irait, vous étiez en enfer ou de l'autre côté de la terre, et là, ça a ce côté ludique. Elle se dépouille. Et elle fait beaucoup. C'est vraiment les deux livres sont une série de rencontres qu'elle fait avec des personnages tout à fait différents et où vraiment elle entre dans un questionnement de la logique de chaque personnage qu'elle rencontre. Donc elle est dans un genre de conversation permanent avec les gens et elle écoute et elle découvre comment il déploie le logique qui est tout à fait différent pour chacun. Il y a la duchesse qui pour tout chaque est au moral. Hein? La morale c'est ça. Avec le Mad Hatter et le chapelier. Oui, je ne trouve pas l'exact, mais il y a tout un questionnement logique par rapport à... elle dit, je pense ce que je dis, ou moi je dis ce que je pense. C'est la même chose. Et les autres commencent à dire, mais non, pas du tout, c'est pas la même chose. Si je dis, je vois ce que je mange, c'est pas la même chose que de dire je mange ce que je vois. Et que, donc, ça c'est une autre questionnement logique qu'elle fait avec des gens assez faciles qu'elle rencontre. Et je pense que, après, je reviendrai à quelque chose par rapport au rêve. Parce que une des choses que Fred dit, c'est que... Faut parler plus fort parce que le micro... Le rêve, c'est il y a une manifestation de désir là-dedans. Et je pense que quand elle est, à des moments quand son courage flanche, il y a, il y a le désir, il y a la curiosité qui la pousse, mais c'est très spécifique dans chaque livre. Dans le premier livre d'Annalise, elle veut entrer dans le petit jardin et elle se fatigue, elle ne veut pas, elle est un peu angoissée, un peu fatiguée, mais elle décide de continuer parce qu'elle veut aller dans le beau jardin. Ou dans l'autre côté du miroir, elle veut devenir une reine. C'est ce qui l'a fait continuer quand elle est angoissée ou fatiguée. Elle veut quand même devenir une reine. Mais... Oui, c'est même la chose la plus importante de ce deuxième, c'est que depuis le début, elle dit « je veux devenir une reine, j'entre dans le jeu seulement si c'est pour être la reine ». Et puis ils disent « oui, tu peux devenir une reine, il suffit de commencer par être un pion et arriver à tel point, et à partir de ce point, tu deviendras reine ». Alors, sur cette... Tu as attiré l'attention sur la question de la morale, qui me semble être aussi très importante dans la vie de Charles. Depuis petit, il y avait déjà la question religieuse, s'il allait devenir pasteur ou pas, comme son père. Mais aussi dans cette poésie, il y a une poésie que j'ai vue dans l'autre biographie. C'est pas cette biographie, je ne sais pas quelle est la meilleure des biographies d'ailleurs. Mais c'était un poème qu'il avait écrit il avait 15 ans ou 14 ans, donc il devait s'en occuper de ses sœurs cadettes. Et il était assez moraliste aussi avec les sœurs, il devait éduquer d'une certaine façon ses sœurs. Et il avait une poésie qui était il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas ceci, il ne faut pas... Et c'était une poésie pesante, pas tellement de choses qu'il ne fallait pas faire. Et à la fin, c'était il ne faut pas dire il ne faut pas. Oui.
Donc on voyait déjà son esprit ironique à l'âge de 15 ans. Oui. Et je pense que la question morale, elle est très présente dans ce deuxième texte de notre côté du Miroir, où en même temps c'est étayé par des lois très logiques qui ne sont pas seulement votables. Oui, c'est logique. Par rapport à Alice et son courage, moi j'ai parlé des héros en fait de notre culture. En fait, c'est un vrai héros, une vraie héroïne. Elle a un courage que personne d'autre dans les deux mondes ont. Et c'est la seule à oser s'opposer à la reine, en fait, qui demande un courage incroyable. En fait. Cet horrible personnage qui a tout le pouvoir, que tout le monde écoute, y compris son mari, le roi, en fait. Et elle ose, jusqu'au point où, en fait, ça prend la direction, justement, d'une justice possible, en fait. C'est vraiment... il faut le souligner, en fait. Oui, elle est très courageuse. Oui, vous avez raison, c'est une héroïne, vraiment. Et vous avez parlé un peu de Trump. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, parce que... Non, mais vous... Parce que les psychanalystes aiment bien faire l'éloge du non-sens. Et que toute cette question, le signifiant veut dire ce qu'on est maître de ça, on veut dire. En même temps, il y a quelqu'un qui est président des États-Unis, qui vit dans un monde qu'un de ses surrogates, comme on dit en anglais, a dit, he lives in a world of alternate reality, de réalité alternative. Et ça, quand c'est un président des États-Unis, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a une limite à cette question du fait que les mots ne veulent pas dire que ce que chacun met dans le mot. Mais peut-être c'est de passer de non-sens à hors-sens avec lui. Il y a quelque chose parce que le non-sens implique quelque part qu'il y a du sens, quelque part. Tandis que là, dans ce qui se passe aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont juste absolument pas, il y a complètement hors sens. Je ne sais pas si c'est... Mais comment réconcilier cet éloge du non-sens avec le dégât que ça peut faire quand c'est au président des États-Unis? Tu veux que je te parle? Oui, oui. Il y a beaucoup de sortes de non-sens. Il ne faut pas les confondre. Ça n'a rien à voir. Premièrement, évidemment, on est dans la réalité et on est dans un roman. On est dans une situation où il y a beaucoup de pouvoir. Et l'autre, c'est une lecture du monde. C'est pas une tentative d'imposer son ego sur le monde, c'est une lecture du monde. Et donc c'est vraiment deux choses complètement différentes, en fait, à ne pas confondre. Et le non-sens dans les livres, c'est pas le non-sens donc politique de Trump, c'est des sens qui ont plusieurs lectures possibles, qui vont dans plusieurs sens. Alors on dit, bon, ça n'a pas de sens, mais c'est pas vrai, ça a plusieurs sens. Et vous verrez, quand vous regardez les exemples, alors c'est toujours le cas. Et donc ça ouvre plutôt que fermer. Trump, il ferme. Donc, heureusement qu'il y a quelques personnes qui essaient encore donc de s'y opposer, mais lui, il ferme. Tandis que le non-sens carolien, ça ouvre. Oui, c'est créateur. Oui, tandis que Alors bon, vous voulez... J'ai juste une question par rapport à Alice. Est-ce qu'il a parlé de... Est-ce que Alice, elle participait de la construction de l'histoire?
est-ce que dans le dialogue qu'elle avait avec lui, est-ce que c'est lui qui parlait tout le temps ou est-ce qu'il parle dans ses mémoires de peut-être la part qu'Alice prenait à la construction narrative? Ou il aurait observé qu'Alice ne comprend pas quelque chose ou elle lui aurait répondu par une question si bien que ça aurait fait avancer le récit d'une manière qui peut-être n'appartient pas qu'à Lewis Carroll, mais appartient à ce dialogue qui s'est créé entre deux, qui a créé peut-être aussi une part de l'histoire. Est-ce qu'il y a des écrits qui existent là-dessus? Est-ce que vous savez quelque chose par rapport à ça? Je ne suis pas vraiment historien, mais je dirais en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la lecture, forcément, elle a contribué. De quelle manière? En étant elle-même. Il y avait quelque chose dans cette petite fille qui a eu un effet sur cet homme, très très complexe, qui l'a transformé en écriture. En fait. C'est pas au niveau d'une consciente en fait, mais c'est elle qui a. Sans Alice, il n'y a pas de roman. Ça, j'en suis convaincu en fait. Mais sans le savoir, c'est en étant comment elle était. Il connaissait évidemment sa vie, et puis il joue avec ça, avec les chats et tout ça. Ça, c'est des anecdotes. Mais il y a eu une relation. Ce roman, comme la plupart des œuvres d'art, sinon tous les œuvres d'art, c'est le fruit d'une relation. Pas forcément consciente de sa part à elle, mais elle y joue un rôle primordial, ça c'est clair. C'est elle qui a demandé de transcrire. Oui. Parce qu'il racontait l'histoire et un jour elle a demandé est-ce que vous pouvez écrire ces histoires pour que je puisse lire. Et à partir de là, il a décidé d'écrire le livre. Parce qu'il n'était pas écrivain auparavant, enfin, il était logicien. Oui, il enseignait les maths. Voilà. C'était un prof de maths. Mais qui faisait quand même des poésies chez lui, en famille. Sans les publier, donc sans les donner au public. Et ça, évidemment, c'est... Ah oui, les petites revues, pour la famille, on fait ça. Pour la famille, et aussi donner un peu plus du village. C'est vrai. Merci. Bon, on s'approche un peu des viseurs. On va en s'arrêtant tranquillement. Mais vous avez parlé de Sylvie Bruneau. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas lu Sylvie Bruneau. J'ai quand même vu la taille de Sylvie Bruneau et c'est assez impressionnant, c'est énorme. Mais j'ai même pas regardé une page ou deux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit, Sylvie Bruneau, et pourquoi c'est important? Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que c'est énorme, c'est très complexe, c'est très intéressant, c'est plus difficile, effectivement. Je crois qu'il y a un élément au départ qui est différent, c'est qu'il y a deux personnages, un garçon et une fille. Alors ça change tout. Ça change tout dans la dynamique. Donc cette fois, c'est les deux côtés, donc Carol et puis Alice, maintenant se transforment, ils deviennent les deux un personnage, si on veut. Ça, c'est une différence essentielle. Mais pour le moment, ça ne sert à rien de parler de ce roman. Peut-être un jour, vous aurez le temps de le lire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Vous m'obligez à arriver maintenant à 10h du soir et commencer à lire. Mais c'est comme vous me demandiez vous ne pouvez pas en quelques minutes parler de... Non mais alors prenons une demi-heure. Donc il faut le lire. En parenthèse, peut-être la dernière chose que je dirais, c'est l'histoire du miroir. C'est par rapport à une question que vous aviez posée. En fait, il y a un personnage dont on n'a pas parlé du tout, qui est absolument essentiel
essentiel dans cette histoire de miroir de la littérature, c'est le lecteur, forcément. En fait. Nous sommes, bien sûr, de l'autre côté de son miroir à lui. Et en parlant de sens, et faire sens, et les différents sens du mot sens, nous y contribuons. Sans nous, il n'y a pas de sens. En fait. Et ce que je le dis souvent à mes étudiants, c'est essentiel. Alice, le personnage, c'est une fiction. La réalité en face de l'écrivain, en face de l'artiste, en face de nous tous, c'est l'autre, en fait, c'est les lecteurs. Et c'est nous qui faisons sens, en tout cas autant que... et des sens différents, encore une fois, parce que le sens va forcément être différent pour chacun de nous. Alors, merci beaucoup, vraiment, pour et puis, on se donne rendez-vous maintenant en novembre pour la Calas, mais je pense qu'il y aura d'autres choses avant novembre. Vous voulez déjà... Dès le mois début août, je pense que le programme sortira. Vous ne savez pas encore le programme? Si, mais c'est des choses encore... voilà. Ok, c'est en pleine négociation. Ok, merci Philippe.